On remarque en effet que depuis quelques années, la notion de filière connaît un regain d'intérêt. Plusieurs grandes mobilisations, que ce soit les États généraux de l'industrie en 2009 ou la Conférence nationale de l'industrie qui s'en est suivie, toutes ces mobilisations ont permis de mettre en évidence un problème récurrent dont souffre l'industrie française et qui est le manque de solidarité entre les grands donneurs d'ordre et leur tissu de sous-traitants. À la suite de ces travaux, les pouvoirs publics ont entamé une stratégie de filière, l'approche par filière paraissant comme la plus appropriée pour que les acteurs communiquent mieux entre eux, se coordonnent, instaurent des relations sur un mode plus partenarial et de long terme. Donc, suite à la CNI, 12 filières stratégiques ont été retenues, elles sont maintenant au nombre de 14, mais donc 12 filières au départ ont été retenues en fonction de leur importance en France, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de nombre d'emplois, et également en fonction de leur potentiel de développement. Donc, parmi les filières retenues, on retrouve la filière aéronautique, l'automobile évidemment, ou encore l'agroalimentaire. Et pour chacune de ces filières, un comité stratégique a été mis en place qui a été chargé d'élaborer ce qu'on appelle un contrat de filière. C'est un contrat qui est passé entre l'ensemble des acteurs d'une filière pour sceller des pactes, des engagements réciproques en faveur de la structuration de la filière. Plus récemment, on remarque que voilà, les pouvoirs publics ont continué à s'investir dans cette démarche de filière. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a présenté en janvier 2013 sa stratégie de filière qui doit permettre, selon lui, de construire la carte de la France productive des années 2020. Et plus récemment encore, en septembre 2013, il a présenté ses 34 plans de reconquête industrielle qui se basent également sur une approche en termes de filière. On remarque en effet qu'il n'y a pas de méthode unifiée pour découper le système productif en filières. L'INSEE en donne bien une définition. Ce qu'elle dit, c'est que la filière, ça désigne l'ensemble des activités qui concourent d'amont en aval à la réalisation d'un produit fini. Mais en pratique, on remarque que la notion de filière, elle est très variable selon les auteurs et qu'elle a également beaucoup évolué au cours du temps. Au début, dans les années d'immédiate après-guerre et jusque dans les années 80, la notion de filière, elle avait un caractère très vertical, c'est-à-dire que les filières étaient vraiment bien délimitées parce que justement les activités et les marchés l'étaient aussi. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dès les années 80, le concept de filière est tombé en désuétude, étant donné qu'on a assisté à un mouvement de globalisation des marchés, d'externalisation des activités, d'entreprises qui se recentrent sur leur cœur de métier. Et quand le concept de filière revient au goût du jour dans les années 2000, on note qu'il s'est complexifié, qu'il s'est enrichi de manière à tenir compte de ces évolutions, de ces coopérations transversales, de ces synergies qui s'opèrent maintenant entre les firmes. Mais bien que ce concept reste flou, il faut dire que la notion de filière, ça reste un outil très opérant pour la politique industrielle. On a déjà dit que l'approche par filière avait permis de mettre en évidence la question cruciale de la solidarité entre les acteurs au sein des filières. Ce que ça permet également, à travers les contrats de filière, ça permet à l'ensemble des acteurs de définir ensemble leurs objectifs, de convenir des priorités communes, d'orienter et de mutualiser des moyens, les moyens à mettre en œuvre. Sur ce dernier point, on peut par exemple citer la plateforme Aerotrade dans la filière aéronautique qui consiste pour une dizaine de PME soutenues par Airbus de mutualiser leurs achats. Et ça d'ailleurs c'est un point qui est également très important. L'approche par filière, ça a permis de faire émerger de très nombreuses bonnes pratiques et le but c'est de les diffuser, de les communiquer largement de manière à les diffuser, à les transposer à l'ensemble des filières le plus largement possible. Si la représentation en termes de filière paraît pertinente dans certains cas, elle l'est beaucoup moins dans d'autres. On en revient à cette question de flou qui entoure la notion et qui peut conduire à opérer des regroupements assez peu homogènes, éloignés du sens premier du terme filière. Et là, je pense notamment à des filières stratégiques qui ont été définies, la filière des biens de consommation, la filière des éco-industries et de l'énergie, pour lesquelles il est assez difficile d'identifier des fournisseurs communs
ou des marchés communs pour les entreprises qui la composent. Et donc voilà, dans ces cas, l'approche par filière ne semble vraiment pas la plus appropriée. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que de nombreuses entreprises ont du mal à se positionner par rapport à cette politique de filière. Dans la note que nous publions, nous développons l'exemple de l'ETI Clextral, qui est une entreprise qui développe un procédé d'extrusion BIVIS qui sert une grande diversité de secteurs. Ça va de l'agroalimentaire à l'industrie chimique en passant par l'industrie papetière, etc. Et pour cette entreprise, il est très difficile de se rattacher à une filière unique. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas, qui se définissent plutôt en fonction non pas de la position qu'elles occupent au sein d'une filière, mais plutôt en fonction de la technologie qu'elles développent. On appelle ces entreprises des entreprises qui développent des technologies génériques ou diffusantes, parce que voilà, elles se diffusent à une grande diversité de marchés. Et pour ces entreprises, il est très difficile de se positionner par rapport à une politique de filière. Si elles ont besoin d'aide, elles ne peuvent pas se regrouper sous la bannière filière pour en profiter. Un dernier point également, c'est qu'il faut veiller à tenir compte des coopérations géographiques qui peuvent s'opérer, par exemple dans le cadre des pôles de compétitivité. Là, je vais prendre l'exemple du pôle systématique qui est implanté en Île-de-France et dont les entreprises développent des applications de logiciels embarqués qui servent une nouvelle fois une grande diversité de secteurs. Ça va du transport aux télécommunications, à la sécurité. Et donc il faut veiller à tenir également compte de cette dimension géographique qui peut avoir des effets très bénéfiques de fertilisation croisée entre des entreprises qui sont issues d'horizons de secteurs très différents. Donc si je devais conclure, je dirais que oui, la politique de filière a dans certains cas des effets très bénéfiques, mais qu'il faut également veiller à prendre en compte des approches complémentaires, comme les approches technologiques ou les approches géographiques dont j'ai parlé. Et sur ce thème-là, l'exemple de l'Allemagne est très intéressant, très éclairant. En Allemagne, les entreprises s'organisent bien en termes de filière. La notion de solidarité entre les entreprises, c'est une préoccupation majeure. Mais pour autant, on remarque que le terme de filière est quasiment absent du vocabulaire. L'action politique en Allemagne, elle se définit plutôt de manière horizontale, à l'inverse de la France où c'est plutôt vertical, ordonné en filière. Donc en Allemagne, c'est plutôt horizontal. Et le but, c'est de soutenir de manière générale la compétitivité, d'offrir aux entreprises un cadre réglementaire qui est propice à leur développement.